Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui notre chapitre 10, donc dernier cours de la session, enfin. Oui, aujourd'hui on va faire un petit peu un survol en fait de mécanique ondulatoire ou mécanique quantique en fait, un petit peu les fondements de qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. C'est sûr qu'on n'ira pas très très creux là-dedans, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, on y va en survol là. Je trouvais ça important qu'on voit un petit peu quand même c'était quoi les utilités, les fondements de tout ça et pourquoi c'est utile dans nos vies, mais c'est sûr qu'on peut pas aller si creux que ça en un petit cours comme ça. Mais on va avec le début. Donc, mécanique ondulatoire, c'est dans le fond la représentation, comme on avait dit un petit peu la semaine passée avec Broglie. Donc, Broglie nous a expliqué que si on avait une particule qui était petite et qui se déplaçait relativement rapidement, elle pouvait se comporter comme une onde. Donc là, ça nous amène à certaines situations quand même qui vont être quand même particulières si on suppose que ces particules-là se comportent comme une onde. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des électrons. On va parler d'électrons qui vont se comporter comme une onde, soit qui vont être confinés dans un espace ou qui vont être en orbite autour d'un atome. On va voir que ça piège l'électron, donc ça le capture, ça le confine, et puis ça va avoir certaines conséquences par rapport à son comportement. Avant de commencer, quand même, j'aimerais prendre le temps de mentionner que il faut quand même être très conscient que tout ça, c'est des modèles. Il y a personne là-dedans qui a vu un électron faire ce qu'on va dire qu'il fait. On va supposer qu'il se comporte comme une onde, qu'il va avoir des harmoniques, tout ça. Il n'y a personne qui est capable de voir un électron. Donc, le principe d'incertitude de Heisenberg nous a dit ça la semaine passée, c'est que si on essaie de voir un électron avec de la lumière, juste le fait de l'éclairer, ça le déplace et donne de la vitesse et donne une impulsion. Donc, on n'est pas capable de voir vraiment un électron. Donc, c'est impossible de savoir où est un électron, comment il se comporte, comment il est. Donc, on s'est fait des modèles comme ça. Et puis, pourquoi on accepte ces modèles-là? C'est tout simplement qu'on a des conséquences expérimentales qui démontrent qu'il y a une certaine validité dans le modèle mathématique. Est-ce que c'est vraiment ça que l'électron fait? On ne sait pas. Il y a personne qui le sait. Donc, la mécanique quantique, ça reste toujours une science probabiliste. Donc, on a une probabilité que les électrons se trouvent dans certains états, mais il n'y a rien qui nous garantit tout ça. Sauf que quand on arrive à faire les expériences, on se rend compte que ces probabilités-là sont quand même pas loin de la réalité. Donc, c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc, on commence en disant que si on confine un électron. Donc, confiner un électron, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le place entre deux barrières, donc deux murs, puis on le confine là-dedans. Un petit peu comme on a fait dans le chapitre 2 avec les cordes. Si on prend une corde, on la tend entre deux nœuds, qu'est-ce qui va arriver si on la fait osciller? Elle va tomber en mode de résonance. Elle va tomber en mode de résonance qui va être le mode fondamental, mais aussi il peut apparaître le n égale 2, le n égale 3, le n égale 4. Si on suppose que notre électron est confiné entre deux murs, donc ce qu'on va appeler un puits potentiel, donc il va être confiné dans ce puits-là, il va être barré de chaque côté, il ne pourra pas sortir de là, il devrait, selon la même théorie, rentrer dans des modes d'oscillation ou des modes harmoniques. Donc, les probabilités sont que si mon puits est d'une certaine largeur L, il va osciller dans son mode fondamental. Donc, ce que j'ai représenté ici. Donc, on utilise toujours la fonction psi comme étant la fonction d'onde de cet électron-là, de cette particule-là. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé en mécanique quantique. Si vous allez voir l'équation de Schrödinger qui nous met dans le fond le lien entre les fonctions d'onde et leur énergie. C'est un petit peu plus avancé, là, mais si vous voulez aller voir ça dans votre manuel, c'est quand même intéressant. Donc ça, c'est quand même une équation super importante en mécanique quantique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire du chat de Schrödinger. Là. C'est toujours la même personne. L'histoire de si on met un chat dans une boîte avec une fiole de poison puis une minuterie qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va libérer le poison, il faut considérer comme le chat comme étant dans l'état vivant et dans l'état mort, comme on le sait pas. C'est cette probabilité-là qui va changer avec le temps qui va avancer. Donc, plus le temps va avancer, plus on va supposer que la minuterie a des chances d'avoir été déclenchée, mais au bout de la ligne, on ne le sait pas. Donc, dans nos calculs, il faut toujours considérer les deux états, puis on ne sait pas vraiment dans quel état notre chat est. C'est un petit peu la même chose pour notre électron. Donc, est-ce qu'il est dans l'état fondamental? Est-ce qu'il est dans un état n égale 2 comme ça, ou dans un état n égale 3? On ne le sait pas.
Donc, on va pouvoir calculer ces énergies, puis après ça, pouvoir déduire dans quel état on se trouve. Mais tout ça reste des probabilités. Donc, dans la nature, c'est sûr que c'est un petit peu comme pour nos cordes. L'état fondamental est toujours dominant. L'électron va toujours avoir tendance à vouloir se retrouver dans son état fondamental. Si on lui donne plus d'énergie, ben c'est là qu'on va exciter notre électron et puis qu'il va tomber dans des états supérieurs. Ces états supérieurs-là sont toujours avec plus d'énergie. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu ça le but du cours, c'est d'essayer de voir comment ce modèle-là nous donne les énergies de l'électron. Puis ultimement, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'avoir ces transitions d'énergie-là. Bon, sans vouloir vous voler le punch, c'est ça qui va nous permettre de créer de la lumière. Donc, comment un photon est produit, on n'a pas vraiment parlé encore depuis le début de notre étude de la lumière, c'est justement avec ces transitions-là. Donc, si on prend un niveau fondamental de notre électron, qui serait, disons, comme ça, il y a un niveau d'énergie qui est au minimum. Si on lui donne un petit peu plus d'énergie, on va avoir certains mécanismes qui vont nous permettre de donner de l'énergie, il va atteindre un niveau excité, donc soit le n égale 2, n égale 3 ou des niveaux supérieurs. L'électron est inconfortable dans un niveau supérieur, il veut toujours retomber dans le niveau fondamental, mais c'est possible qu'il tombe dans un niveau simplement inférieur. En redescendant comme ça, ben il perd de l'énergie. En perdant de l'énergie, ben cette énergie-là, il faut qu'elle se récupère à quelque part. On a toujours conservation de l'énergie. Donc, cette énergie-là va se récupérer en émission d'un photon de cette énergie-là. Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est qu'on va pouvoir créer des puits des confinements d'électrons qu'on va pouvoir exciter avec des courants électriques, avec de la chaleur, avec toutes sortes de trucs. Et puis ça va nous permettre de créer des photons qui vont avoir une longueur d'onde bien déterminée. Donc, je vous explique un petit peu comment on a fait ça. Donc, on a le modèle ici. Broglie, lui, son modèle, c'était plutôt quelque chose de circulaire comme ça. Donc, ça change pas grand-chose quand même qu'on a un puits qui est linéaire comme ça ou qu'on a un puits qui est circulaire comme ça. Ça change absolument rien. Dans le fond, on compte le nombre de ventes pour avoir notre numéro d'harmonique. Puis, c'est un petit peu le même principe qu'on faisait pour les cordes. Donc, voilà. Donc, nos longueurs d'onde qu'on va avoir à ce moment-là vont être données exactement de la même façon que dans le chapitre 2, qu'on avait une corde qui était fixée aux deux extrémités. Donc, on avait nos longueurs d'onde du nème harmonique qui était donné par 2 fois la longueur divisé par le numéro de l'harmonique. Donc, si on a une corde qui est de longueur L, ici, on voit bien que ça, c'est la moitié de la longueur d'onde. Donc, on continuerait jusqu'ici. Ici, on a une longueur d'onde directement pour le n égale 2, puis etc. Donc, c'est le même principe que dans le chapitre 3, ça change rien du tout. C'est juste que maintenant, le n, au lieu d'être l'harmonique, c'est ce qu'on va appeler l'état ou le nombre quantique, toujours pas d'unité. Puis, c'est ça qui va nous permettre de voir justement les niveaux d'énergie de notre électron. Puis après ça, qu'on puisse bien calculer nos transitions et les énergies des photons émis. Donc, ça va être ultimement ça le but, ça va être de voir le photon qui est émis par ces transitions-là va être dans quelle longueur d'onde, en fait, de quelle couleur, est-ce qu'il est visible, est-ce qu'il est invisible. C'est l'idée, là. Donc, on part avec notre physique de la chose. Donc, on se rappelle de notre équation de Broglie. Là, je l'ai quantifié. Donc, comme on va avoir des longueurs d'onde qui vont être bien définies en fonction de notre puits et de notre harmonique, donc j'ai mis n comme étant notre nème harmonique, ben, je vous rappelle que notre longueur d'onde est donnée par h sur p, mais comme h est une constante, si je quantifie ma longueur d'onde, donc j'ai différentes longueurs d'onde ici que j'ai quantifiées à cause de mon harmonique, ben, ça veut dire que ma quantité de mouvement doit aussi être quantifiée. Donc, ça m'amène à quelques petites conséquences. Donc, mon énergie cinétique doit aussi être quantifiée parce que si j'ai quantifié ma quantité de mouvement, ben c'est m fois v. Donc, je l'ai écrit ici. Ça va bouger. Non, ça va. Donc, ma quantité de mouvement ici, je l'ai quantifiée. Donc, comme la masse est une constante, la seule chose qui peut changer en termes de quantité de mouvement, ça va être ma vitesse. Donc, comme la vitesse de l'électron va changer, ben cette vitesse-là va être définie de façon discrète. Donc, ça veut dire que c'est pas n'importe quelle quantité de vitesse que je peux avoir pour un électron sur une longueur bien définie. Là, je vais avoir certaines valeurs qui vont être possibles, qui vont dépendre justement de mon numéro d'harmonique. Donc, comme mon n est quantifié, ben, je vais avoir ma quantité de mouvement qui est quantifiée, donc mon énergie cinétique aussi est quantifiée. J'ai fait le lien entre la quantité de mouvement et l'énergie cinétique. Donc, ça, c'est vraiment mon énergie cinétique. Je l'ai appelé E, mais en réalité, on aurait pu mettre K. Si je calcule ma quantité de mouvement, donc j'ai fait la petite équation, le lien entre les deux. Je vous invite à le pratiquer. On se trouve à voir que notre quantité de mouvement, on peut la représenter par racine de 2men. Donc, notre longueur d'onde, qu'on retrouve à avoir h sur pn, peut être donnée par justement la longueur d'onde qui est directement
notre P qui était ici. Donc, qui va être 2MEN. Donc, ce qui va nous intéresser, justement, c'est de voir c'est quoi cette énergie-là pour pouvoir, justement, en déduire quelle va être la longueur d'onde qui va être émise. Pas la longueur d'onde de l'électron, en réalité, on s'en intéresse pas vraiment, comme l'électron, on peut pas le voir. Cette longueur d'onde-là n'a pas vraiment d'intérêt dans tout ça. Le photon, c'est lui qu'on est capable d'observer, et sa couleur qu'on est capable d'observer, c'est lui qui va nous intéresser au bout de la ligne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette longueur d'onde-là, je l'ai mis égale à notre 2L sur N. Puis après ça, j'ai fait un petit peu d'algèbre pour isoler notre énergie. Ce qui nous amène à l'équation qui est ici, qui nous dit que l'énergie de notre électron, donc c'est vraiment l'électron ici, là, c'est pas le photon, l'énergie de l'électron est donnée par notre constante de Planck au carré divisé par 8ml carré fois notre nombre quantique au carré. Donc, nos valeurs de n sont toujours positives et il n'y a pas de zéro. La masse ici, ça va être la masse de notre électron. On pourrait faire la même chose avec d'autres particules confinées, mais c'est sûr qu'on va travailler seulement avec l'électron ici. C'est seulement l'électron qui est assez léger pour faire des transitions comme ça. Donc, voilà, c'est toujours la masse de l'électron, donc 9,11 environ fois 10 à la moins 31. Donc, comme je disais, là où ça devient intéressant, c'est au niveau des transitions. Si on regarde un petit graphique ici que je vous ai fait, donc l'énergie d'électron mesurée en électronvolts en fonction des niveaux d'énergie. Donc ici, j'ai n égale 1 qui est le niveau fondamental, premier niveau excité n égale 2, deuxième niveau excité n égale 3, puis mon troisième niveau excité n égale 4 que j'ai pas identifié ici, qui serait mon E4 ici. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à mesure qu'on monte de niveau, il y a de plus en plus d'énergie. Donc, comment on va pouvoir gagner ces énergies-là? Il y a plusieurs façons. Donc, comme je vous disais, nous, ce qu'on sert le plus souvent, ça va être avec de l'électricité. Donc, on va donner un courant électrique dans notre élément. Ce qui va l'exciter, donc un petit peu le principe des néons, des antennes. Si on donne l'énergie à cet électron-là, il va monter de niveau. Ensuite, il va monter de niveau proportionnellement à ce qu'on va lui donner comme énergie. Puis après ça, comme je vous disais, il veut redescendre. Quand il va redescendre, justement, c'est là qu'il va libérer de l'énergie et cette énergie libérée-là va être remise en émettant un photon. C'est possible aussi de monter de transition en absorbant un photon. Par contre, il faut absolument avoir le photon qui est exactement de la bonne quantité d'énergie. Donc, si je veux que le photon soit absorbé pour faire la transition entre, disons, E égale 1 et E égale 3, N égale 1 et puis N égale 3, il faut absolument avoir la différence d'énergie E3 moins E1 au niveau de mon photon. Donc, si mon photon n'a pas cette énergie-là, ça ne peut pas arriver. Par contre, au niveau des températures, c'est pas ça. Donc, au niveau des températures, ce qui va arriver, ou des collisions, c'est la même chose. Donc, on va augmenter le mouvement des atomes. Donc, ils vont collisionner avec ces électrons-là qui vont leur donner un petit peu plus d'énergie. En leur donnant un petit peu plus d'énergie, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont monter de niveau. Et puis après ça, ils vont redescendre et émettre de la lumière d'une certaine couleur, dépendamment de l'énergie qu'ils ont. Donc, voilà, c'est aussi le principe de nos antennes. Si vous pensez à vos petites antennes qui sont derrière vos émetteurs Wi-Fi, là, donc les routeurs que vous avez chez vous, c'est des antennes environ toutes d'à peu près une dizaine de centimètres. C'est à peu près à la longueur d'onde de l'onde qu'on capture et qu'on émet avec notre routeur. C'est ça le piège, la longueur L, là, c'est ça notre antenne. Donc c'est ça l'idée. Si on veut créer des micro-ondes dans notre micro-ondes, on fait un piège qui est de la bonne longueur, puis on va donner un courant électrique là-dedans pour que les électrons gagnent l'énergie dans un puits de cette certaine longueur-là. Donc, on va ensuite fixer le voltage ou le courant pour justement atteindre des niveaux d'énergie qu'on veut pour que la transition qui redescend dans le niveau fondamental soit celle qu'on recherche, donc la bonne longueur d'onde. Donc, que ce soit un micro-ondes, une onde Wi-Fi ou une onde radio. Donc, c'est là qu'on va déterminer la longueur de l'antenne finalement. Donc, voilà. Comme je disais tout à l'heure, la variation d'énergie qui est la transition entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. Ce qui va nous donner l'énergie de notre photon qui va être émis, ce qui se calcule toujours en Hertz. Et c'est ça le plus important pour nous aujourd'hui. Donc, c'est ça. Bon, donne-moi une petite seconde, je vais aller sortir le chat, il m'énerve. Donc oui, la variation d'énergie, comme je vous disais, entre toujours le niveau le plus haut de l'électron et le niveau le plus bas de l'électron. Cette différence entre ces deux niveaux d'énergie-là de l'électron donne l'énergie du photon. Donc,
le photon peut pas avoir un niveau d'énergie là, un niveau d'énergie là, c'est l'électron qui a un niveau d'énergie là, puis un niveau d'énergie là, et cette différence-là donne l'énergie au photon. Donc, il y a toujours conservation d'énergie. C'est ce changement d'énergie-là de l'électron qui est récupéré par le photon qui va créer cette lumière-là. Et cette lumière-là n'est pas nécessairement visible. Elle peut être invisible, elle peut être ultraviolet, elle peut être infrarouge. Ça dépend vraiment du niveau d'énergie qu'on a donné à notre électron et qui redescend ensuite. Donc, comme je disais, les transitions les plus probables, c'est sûr quand on redescend dans le niveau fondamental, mais toutes les transitions sont possibles. Donc, on peut avoir une transition, disons qu'on a réussi à exciter notre électron jusqu'au niveau n égale 4. C'est possible qu'il redescende dans le niveau 3, c'est possible qu'il redescende directement dans le niveau 2, c'est possible qu'il redescende directement dans le niveau 1. Ce que ça va changer pour nous, c'est le nombre de photons qui vont être émis. Si je passe directement du niveau 4 au niveau 1, je vais avoir un seul photon qui est émis, mais qui va être beaucoup plus énergétique que le photon qui serait passé du niveau 2 au niveau 1. Donc, on voit que la différence de marche entre les deux est quand même pas mal plus importante. Par contre, si j'ai un photon qui est dans le niveau 4, un électron qui est dans le niveau 4, c'est possible qu'il tombe dans le niveau 3. Il émet un photon. L'électron redescend au niveau 2, il émet un autre photon. Il redescend dans le niveau 1, il réémet un autre photon. Donc, tout ça, ça va me donner un ensemble de longueurs d'onde différentes pour différentes transitions. Et c'est ça, les transitions, c'est pas obligé d'être consécutif. Comme je disais, on peut passer de 4 à 1, de 4 à 2, de 4 à 3. Et tout ça, c'est possible. Donc, ça nous donne des photons qui vont avoir différentes énergies. Donc, voilà. J'ai fait un petit exemple pour pratiquer ça. Donc, un électron est piégé dans un puits de potentiel d'une largeur de 100 picomètres, donc 10 à la moins 12. Avec l'énergie minimale de l'électron. Donc, l'énergie minimale de l'électron, c'est toujours dans l'état fondamental. Donc, on prend notre E1. Donc, j'ai pris la formule qu'on avait ici, là. Donc, j'ai remplacé le n par 1, donc h carré sur 8ml carré. On prend notre constante de Planck dans le système international, bien sûr, donc le 6,63 fois 10 à la moins 34. Si vous prenez l'autre valeur, ça ne fonctionnera pas en électronvolts. Surtout vu qu'il est au carré ici, là, vous n'aurez jamais la bonne réponse en électronvolts si vous mettez lui en électronvolts. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous allez faire ces calculs-là. C'est toujours travailler dans le système international, puis ensuite retransformer si vous avez besoin de la réponse en électronvolts. Vous y arriverez pas si vous mettez le H ici au 4.14 fois 10 à la moins 15, quelque chose comme là. Le mettre au carré donne pas la bonne chose. Là. Vous allez avoir un gros facteur 1.6 fois 10 à la moins 19 de différence, là, ce qui est énorme. Donc, calculez-le en joules et ensuite calculez-le en électronvolts, donc faire la transition avec les mêmes calculs qu'on fait depuis quelques semaines. Quelle est la perte d'énergie d'un électron passant de n égale 3 à n égale 1? Donc, l'énergie de transition, ça veut dire qu'il faut calculer c'est quoi l'énergie qu'on était à l'état 3, puis ensuite l'énergie à l'état 1. Donc, il faut que tu calcules, dans le fond, l'énergie à l'état 3 moins l'énergie à l'état 1. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en évidence les n directement. Donc, on se trouve à avoir 4,83 fois 10 à la moins 17 joules ou 302 électronvolts. C. Quelle est la longueur d'onde du photon émis en B? Donc, si je sais que l'électron a perdu ça comme énergie, ça veut dire que c'est exactement cette énergie-là que possède mon photon. Donc, mon photon va avoir une énergie qui va correspondre directement aux 302 électronvolts ou 4,83 fois 10 à la moins 17 joules. Moi, c'est sûr que je vais toujours t'encourager à travailler en joules. De toute façon, ta constante va être adaptée ici. Ici, dans les deux cas, ça va fonctionner. Hein. Si tu prends ta constante en électronvolts, puis ta valeur en électronvolts, ça va fonctionner. Mais ici, ça ne fonctionnerait pas si tu prends ta constante en électronvolts. Si tu veux être sûr que ça fonctionne tout le temps, puis tu veux pas avoir trop de casser la tête, ben prends toujours ta constante en joules, puis tu devrais pas avoir de problème. Donc, voilà, j'ai tout simplement pris delta est égal à HF. Je vous rappelle que notre fréquence, on peut remplacer ça par C sur lambda. Donc, je me retrouve à avoir mon lambda 3.1 qui est égal à HC sur delta E3.1 qui vaut 4,12 nanomètres. Donc ici, on n'est pas dans le visible, on a une longueur d'onde quand même pas mal en dessous de 400 nanomètres. Donc, on est plutôt dans l'ultraviolet ici, ou peut-être même encore plus court que ça. Là. Je ne suis pas exactement sûr, mais c'est clairement pas visible. Ensuite, numéro D. Si l'électron se trouve initialement dans l'état n égale 3, quelles sont les autres longueurs d'onde possibles pour le photon émis, pour les photons émis?
Comme je disais, si on est dans l'état n égale 3, ce qui est possible, c'est qu'on tombe directement dans l'état fondamental n égale 1, mais ce qui est possible, c'est qu'on passe de 3 à 2 et ensuite de 2 à 1 aussi. Donc tout ça est possible. Donc les deux autres photons qui sont possibles d'être émis, c'est un électron qui va passer de l'état 3 à 2. Donc c'est le même calcul, donc j'ai pas tout répété. J'ai écrit simplement les réponses, là. Donc, de 3 à 2, on a ça d'énergie, et ce qui nous donne une longueur d'onde de 6,60 nanomètres. Et si on passe de 2 à 1, ça nous donne ça, avec notre 11,0 nanomètres. Donc, voilà pas mal ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Dernière chose que je veux faire cette année avec vous, c'est l'atome d'hydrogène. Je veux qu'on commence par regarder un petit peu le tableau que je vous ai affiché ici. Ça, c'est quoi? C'est des spectres électromagnétiques. Donc, c'est de la lumière visible qu'on observe quand on ionise un atome, n'importe quel. Donc, vous connaissez tous les tubes phosphorescents, fluorescents, je devrais dire. C'est ce qu'on appelle les néons, finalement. À l'origine, ces tubes-là étaient remplis d'un gaz qui était le néon. Donc, ça faisait de la lumière qui était rouge. Si on fait passer cette lumière rouge-là à travers un prisme, on va se rendre compte que c'est pas seulement du rouge qu'il y a là-dedans. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs couleurs qui sont mélangées et qu'il n'y a pas l'arc-en-ciel au complet. Donc, si on prenait, disons, le spectre d'émission du Soleil, on aurait pratiquement tous les longueurs d'onde ici. Donc, du bleu ici jusqu'au rouge. À l'exception de quelques petites bandes noires. Donc, il y a quelques longueurs d'onde que le Soleil n'émet pas, mais la plupart sont émises par notre Soleil. Si on prend un élément pur, on va avoir beaucoup moins de longueur d'onde. Donc, par exemple, si je prends l'hydrogène, qu'est-ce qu'on voit? On voit une raie rouge ici à 600 quelques nanomètres. On en voit une bleutée ici, une mauve ici, puis une autre mauve ici. Si je prends, du sodium ici, on voit qu'il y a deux belles raies jaunes ici, puis qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est dû à quoi ces raies spectrales-là? Rappelez-vous que si on a une raie spectrale, ça veut dire qu'on a de la lumière de cette longueur d'onde-là. Si on a la lumière de cette longueur d'onde-là, ça veut dire qu'il y a un électron qui est passé d'un niveau supérieur à un niveau inférieur et qui a perdu de l'énergie correspondant à l'énergie de ces photons-là pour ces atomes-là. Donc, on va étudier un petit peu le modèle de l'atome d'hydrogène parce que c'est le plus simple. C'est sûr que tous les atomes, ça se fait, mais vous allez voir que ça devient compliqué rapidement. Et si on avait à faire des atomes plus complexes que l'atome d'hydrogène, on s'en sortirait pas. Si vous allez faire de la mécanique quantique à l'université, vous allez en faire, mais pour une introduction à distance comme ça, disons que ça va être en masse compliqué. C'est ça, c'est ces transitions-là qu'il faut regarder. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est comment on est capable de voir avec le spectre de l'hydrogène, donc ce qui est celui-là ici, comment ça se fait qu'on a seulement ces 4 longueurs d'onde-là dans le visible et pourquoi on n'en a pas d'autres. Il faut partir avec notre modèle de notre atome d'hydrogène. Donc, l'atome d'hydrogène, comme je disais, c'est le plus simple. C'est un proton au centre avec un électron en orbite sur un orbital qu'on va supposer sphérique avec un rayon R. Là, je sais que dans vos cours de chimie, vous avez appris toutes sortes de formes d'orbitales. Pour nous, aujourd'hui, on ignore complètement ces formes-là. De toute façon, le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit qu'on n'est pas capable de savoir vraiment où est-ce qu'il est l'électron. Fait que comment est-ce qu'on peut prétendre vraiment la forme de ces orbitales-là? Honnêtement, ça, je le pige pas. Mais... de toute façon, dans ce modèle-là, on suppose que tous les orbites sont sphériques avec des rayons qui vont avoir certaines valeurs qu'on va quantifier. Donc, ces rayons-là ne peuvent pas être n'importe quelle grandeur. On va voir qu'ils doivent avoir vraiment des valeurs bien précises. C'est appuyé justement par les raies spectrales. Donc, les raies spectrales nous, entre guillemets, confirment que ce modèle-là est quand même valide. Donc, on va faire... dans le fond, 2 choses là, qui vont nous permettre d'établir nos équations. C'est probablement regarder c'est quoi l'énergie potentielle qu'on va observer au niveau de notre électron. Donc, je vous rappelle qu'on a vu en électricité que l'énergie potentielle était donnée par le produit des charges divisé par la distance entre les deux fois notre constante K qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, la constante de Coulomb. Dans ce cas-ci, dans le cas de notre atome d'hydrogène, ce qu'on a, c'est un proton qui a la charge E et un électron qui a la charge moins E. Donc, ce qui va nous donner moins E au carré, c'est pour ça qu'il y a un petit moins devant. Et la distance qui va être R ici, qui va justement être quantifiée. Donc, l'énergie va avoir certains niveaux discrets qui peuvent pas être n'importe quoi.
Il faut que ça varie vraiment de façon régulière, qui vont dépendre justement de cette énergie, de ce rayon-là. Comme tout le reste, c'est des constantes. Donc, la charge d'électron, c'est une constante. 4pi, epsilon 0, tout ça, c'est des constantes. Donc, la seule chose qui peut quantifier mon énergie, ça va être ce rayon-là. Deuxième chose que je dois faire pour bien avoir quelque chose là-dedans, ça va être ma force d'attraction électrique, donc ma loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'était quoi? Ben, c'est la charge du premier, la charge du deuxième, divisé par la distance au carré fois ma constante de Coulomb. Donc, même principe ici. Je rappelle que c'est une force, ici, un module de force, donc tout ça est en valeur absolue. L'énergie, ça a une quantité qui peut être positive ou négative, tandis que la force, ici, c'est un vecteur. Donc, ici, on a simplement le module. Donc, ici, on ne tient pas compte des signes. Donc, E au carré divisé par 4pi epsilon 0 fois le rayon au carré. Je rappelle la définition de la force centripète ou de la force centrifuge qui est la même, qui est donnée par mv au carré sur r. Et le petit truc qu'on ne se rappelle jamais, et de toute façon que c'est pas la chose qu'on utilise beaucoup, c'est le moment cinétique. Donc, vous avez probablement vu ça quand vous avez vu les rotations de patineuses et des choses comme ça, là. Le moment cinétique pour un objet qui est ponctuel, c'est donné par... c'est un petit peu comme la quantité de mouvement, mais en rotation. Donc, la quantité de mouvement, c'est quoi? C'est m fois v. À ça, on va ajuster la distance avec l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation ici va être le centre de notre atome. Donc, tout ce qui a un moment cinétique, ici, c'est mon électron qui tourne autour avec une certaine quantité de mouvement qui est m fois v. Donc, comme on a dit que la vitesse était quantifiée, le rayon était quantifié, on va voir que notre moment cinétique aussi va être quantifié. Et c'est là que je vais vous demander un petit pas dans le vide, là. C'est-à-dire que ce qu'on a établi comme hypothèse et qui s'est avéré quand même pas mal vrai, c'est que le moment cinétique allait lui aussi être quantifié. Quantifié comment? La plus petite valeur qu'on a établie, c'est-à-dire la constante de Planck réduite. Donc seulement la constante de Planck qui est 6,63 fois 10 à la moins 34. On a pris encore quelque chose de plus petit, on l'a divisé par 2pi. Donc, on va dire que notre moment cinétique doit être des multiples de cette constante de Planck-là. Et ce multiple-là, n, va être mon état quantique de mon électron qui va être autour de ça. Donc, c'est ce que je vais avoir. Donc, c'est sûr que là, c'est le bout que je vous demande d'accepter sans trop de preuves. Honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a personne qui a jamais vu cet électron-là. Donc, tout ça, c'est une hypothèse. Mais ce qui arrive, c'est que notre calcul après ça, il fonctionne tellement bien avec les raies spectrales qu'on est obligé de dire, pas bien le choix. Donc, c'est ce que je vous explique à l'instant. Donc, si on accepte maintenant que le moment cinétique est quantifié, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? Premièrement, ce que j'ai fait, j'ai mis à égalité mes forces. Donc, j'ai pris que la force d'attraction de mon électron, c'est égal à la force centripète qui l'attire vers le centre. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'ai mis ça ici. J'ai isolé mon V au carré là-dedans. Donc, je suis arrivé à Vn qui est égal à la valeur qui est ici. J'ai fait la même chose avec mon moment cinétique. Donc, j'ai pris mon moment cinétique ici qui est égal à ça ici. Donc, je suis arrivé à ça. Donc, j'ai isolé mon Vn là-dedans. J'ai mis les deux à égalité en mettant le deuxième au carré. J'ai arrivé à ça. Je vous invite à le faire. C'est de l'algèbre qui n'est pas super agréable parce qu'il faut faire quand même vraiment attention à ce qu'on fait, mais ça fonctionne très bien. Je l'ai vérifié avant de vous l'écrire, puis ça fonctionne super bien. Donc voilà, vous avez juste à mettre ça au carré. Ensuite, ce qu'on veut, c'est isoler notre rayon pour commencer. Donc, on va essayer de trouver c'est quoi la valeur de R qui nous permet d'avoir notre électron qui est bien quantifié. Donc, ce qu'on réussit à trouver quand on a fini notre algèbre, on se trouve avoir notre constante, notre rayon qui va avoir certaines valeurs. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce qui est à droite de l'égalité, c'est qu'on se trouve avoir constante, 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 constante. La seule chose qui va faire changer le rayon de mon électron, c'est simplement son nombre quantique ou son état quantique. Donc là, on suppose encore une fois que tous les rayons sont sphériques, donc on oublie les SPDF, là. On dit N1, N2, N3, sont tous sphériques comme le S, et le modèle fonctionne super bien. Donc, ce qu'on a fait en réalité, c'est qu'on a pris toute le gros tapon de constante ici, on l'a remplacé par A, et ce A-là, on l'a appelé le rayon de bord.
Ce rayon de barre-là vaut 5,29 fois 10 à la moins 11 mètres, donc c'est extrêmement petit. C'est la plus petite distance en réalité qu'on peut avoir entre un noyau et un électron de façon stable. C'est sûr qu'il peut se déplacer aléatoirement, là. Écoutez, on ne sait pas où l'électron vraiment, là. Comme je disais, c'est un modèle. On est capable de savoir c'est quoi l'énergie de l'électron, mais où il est réellement. Est-ce qu'il est vraiment à cette distance-là du noyau? On n'en sait absolument rien. Mais le modèle fonctionne tellement bien qu'on n'a pas le choix de dire que ça a une certaine crédibilité. Donc voilà mon rayon de bord, qui est toujours une constante. Ceci est valide uniquement pour l'atome d'hydrogène. Écoutez, faites juste vous imaginer là, à quel point ça devient complexe, là. Retournez calculer juste lui, là. On va arrêter là après ça, là, mais fais juste imaginer lui. Je sais pas si tu te rappelles comment on calculait l'énergie potentielle dans l'électricité, là, si on avait plus que 2 éléments, là, plus que 2 charges. Ben, si on avait 3 charges, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on avait Q1 puis Q2, après ça, on avait Q1 puis Q3, puis Q2 puis Q3. Donc, on avait 3 éléments. Si on en rajoutait un quatrième, on tombait ça montait extrêmement rapidement. Donc, au lieu d'avoir seulement une énergie potentielle à calculer, il faudra en calculer 3, 6, ça devient énorme comme calcul. Puis comme les distances entre les électrons vont changer de façon tellement arbitraire, ça devient quand même assez dur. Et ça, ça devient rapidement complexe si on a un noyau qui est un petit peu plus gros puis un nombre d'électrons qui est plus grand aussi. Donc, on va essayer d'éliminer ça le plus possible. On va se garder une vie un petit peu plus simple et une santé mentale qui est quand même éprouvée en cette fin de session. Donc, on va simplement traiter l'atome d'hydrogène. Donc, comme je disais, on a le rayon de bord qui est comme ça ici, qu'on peut calculer avec notre constante. Et là où ça devient plus intéressant, c'est quand on va aller voir nos niveaux d'énergie de nos électrons. Donc, l'énergie d'électron, ça va être quoi? Ça va être la somme de son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Donc, son énergie cinétique, c'est une demi-mv carré. Son énergie potentielle, j'ai calculé en première ligne tantôt. Donc, c'est le moins 1 sur 4 pi epsilon 0 E au carré sur Rn. Mon Vn au carré, j'ai ça ici, qui contient le R. Mon R, je l'ai ici. On met tout ça ensemble. Donc, mon En va être donné par tout ça. Donc, j'ai remplacé mon V par la valeur de la vitesse. Ensuite, j'ai pris mon rayon. Je l'ai remplacé par la valeur du rayon que j'ai trouvé ici. Là, tu as de l'algèbre pas super cute à faire, mais ça se fait quand même bien si tu es prudent dans tes exposants puis tout ça. Puis ça, c'est un bon... honnêtement, c'est un bon check pour vous autres à faire si vous voulez savoir à quel point vous êtes à l'aise avec l'algèbre pour la priorité des opérations. Là, c'en est une belle affaire, ça. Donc, ça prend 2 minutes si tu sais comment tu t'enlignes. Ça va prendre ta vie si tu le sais pas. Mais tu devrais être capable, rendu en fin de cégep comme ça, d'être capable d'isoler ton EN là-dedans et de tomber directement à cette expression-là. Donc, tu vas te rendre compte après quelques lignes que, dans le fond, c'est le même terme. Tout simplement que lui est 2 fois plus grand que lui, donc le négatif gagne. Donc, l'énergie de l'électron va toujours être donnée de façon négative. Donc, on a un petit moins qui est devant ici, là. Donc, l'électron est toujours en énergie négative. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce qui est important pour nous, c'est que on va avoir des transitions. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des niveaux d'énergie différents, des niveaux supérieurs et des niveaux inférieurs. Donc là, on va se rendre compte qu'on a des niveaux d'énergie qui vont être toujours négatifs, mais qui vont être inversement proportionnels à n en module. Donc, ce qui va arriver, c'est que si on tombe à l'infini, on va avoir un niveau d'énergie qui est à 0. Et on a un niveau seuil, donc le n égale 1, là, on tomberait à 2,18 fois 10 à la moins 18 joules ou moins 13,6 électronvolts. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Si on fait ces transitions-là, ben on a un premier petit schéma ici qui est intéressant. Si on regarde les transitions qui finissent dans n égale 1, donc peu importe où on se trouve dans notre niveau initial, qu'on se trouve à n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, si on retombe à n égale 1, ben c'est ce qu'on appelle la série de Lyman. La série de Lyman est presque toujours est toujours dans l'invisible. Donc, j'ai un autre petit tableau après, on regardera un peu plus en détail. Donc, la série de Lyman est d'aucun intérêt pour notre expérience avec le prisme et l'hydrogène qui est dans un petit tube qu'on ionise. Expérience que malheureusement, je fais à chaque année d'habitude avec vous. Cette année, évidemment, ça sera pas possible, à moins que tu aies un spectromètre chez toi puis un tube d'hydrogène. Ça serait étonnant. J'en ai pas chez moi non plus. Au labo, on en a plein, mais bon.
Vous repasserez dans quelques années si ça vous tente d'essayer. Ça me fera plaisir de vous l'installer. Mais c'est ça. Donc, nous, ce qui va être intéressant pour nous, c'est la série de Balmer. La série de Balmer, sa particularité, c'est que tous les niveaux de transition finissent dans le n égale 2. Donc, le niveau supérieur, ça peut être n'importe quoi, supérieur à 2, mais le niveau final, c'est toujours n égale 2. C'est la seule série dans l'atome d'hydrogène qui va me donner du visible. Donc, c'est les 4 longueurs d'onde que j'avais tout à l'heure. Donc, les transitions de n égale 5 à n égale 2, de 4, 3, 2. C'est ceux qu'on avait ici. Donc, ces 4-là, c'est ces 4 transitions-là. Donc, si tu fais tes calculs d'énergie, donc tes niveaux de transition qui finissent à n égale 2, tu vas te trouver à avoir ces 4 raies-là dans le visible. Et il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est la série de Balmer. Celui qui finit dans n égale 3, c'est ce qu'on appelle la série de Paschen. Lui aussi est dans tout l'invisible. Il y a des noms aussi pour le n égale 4, n égale 5. Je les ai sortis ici. Honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de mémoriser. Ce qui est important pour nous vraiment, c'est de se rappeler de la série de Balmer qui finit dans n égale 2, qui est dans le visible, donc surtout visible, mais il y en a plusieurs. Si on dépasse le n égale 7, là, on se retrouve d'être dans l'invisible. Mais voilà, donc c'est ces transitions-là entre ces deux niveaux-là. Et pour calculer la longueur d'onde du photon émis, c'est le même principe qu'on a fait en début de cours. C'est-à-dire d'aller voir c'est quoi la différence d'énergie. Excusez-moi, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Donc, aller voir la différence d'énergie entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. Et l'énergie du photon va être donnée par cette variation-là d'énergie de notre électron. Donc, l'atome est lui-même un puits potentiel. Donc, il confine l'électron autour de lui-même. On peut lui donner de l'énergie en le chauffant, en lui donnant de l'électricité, en l'éclairant même. Donc, plusieurs méthodes qu'on observe dans l'univers à certains niveaux. Là. Si vous regardez des nébuleuses, c'est des objets qui ont été ionisés justement simplement par les radiations qui arrivent vers eux. Donc, ils absorbent des photons qui en émettent dans d'autres longueurs d'onde. Dans nos tubes fluorescents, c'est avec de l'électricité. Quand on chauffe nos trucs, c'est avec de la chaleur, donc les collisions qui vont augmenter l'énergie de ces électrons-là. Donc voilà. Je l'ai peut-être pas mentionné encore. Qu'est-ce que ça veut dire ionisation? Je pense que vous l'avez appris en chimie. Ça veut dire la même chose en physique. Ionisation, ça veut dire gagner ou perdre un électron. Dans notre cas, on va surtout parler ça peut être les deux, là. En réalité, si on fait de l'ionisation, c'est qu'on a un niveau qui est initial ou final qui est à l'infini. Donc, si on a un atome qui a finalement perdu un électron, on va dire que le niveau final est à l'infini. Si on dit que l'atome a gagné un électron, c'est son niveau initial qui va être à l'infini. Puis après ça, il va redescendre dans un niveau qui va être n égale quelque chose. Donc, essayez-vous de bien lire les questions quand vous allez faire ça. Sinon, c'est rien de plus compliqué que ça. C'est sûr qu'il faut faire attention dans nos calculs, mais c'est pas mal ça. Bonne nouvelle, ça conclut la session. Et deuxième bonne nouvelle, il n'y a pas beaucoup d'exercices dans ce chapitre. Vous en aurez quand même quelques-uns à faire dans le chapitre 9 qu'on a traité la matière aujourd'hui. Donc, tout ce qui était l'atome de Bohr et tout ça, ça se traite là-dedans. Et ces exercices-là, c'est surtout de l'incertitude d'Heisenberg puis des choses comme ça. Donc, bon courage, ça achève et j'attends vos questions s'il y en a. Bonne semaine.